maintenant. Alors, deux, trois infos logistiques. Donc, on a prévu effectivement d'arrêter vers 15 heures, ou plutôt à 15 heures. Donc, on va vraiment tout faire pour tenir le délai. Vous avez, et ça c'est très important, vous avez en haut de l'écran un espace questions-réponses qui vous permet de poser des questions que on va évidemment récupérer, agréger si plusieurs se rejoignent et qui seront posées à la fin. Alors, s'il y a vraiment beaucoup plus de questions que de temps, de toute façon, vous avez à la fin nos coordonnées. Si vous avez besoin d'un peu de SAV post-webinar pour des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre là dans les minutes qui viennent, aucun souci, vous pourrez nous contacter. On le fera, Christophe et moi, avec plaisir. Sachez également que pour les participants du webinar, on sera très heureux de vous partager le contenu et les slides. Et puis, sachez également, et on vous remettra la référence à la fin, que nous avons sorti ensemble avec Christophe Douane, que je vais vous présenter dans une minute, nous avons sorti ensemble un livre blanc sur le déploiement de l'IA dans les SPST, livre blanc qui est disponible, téléchargeable, et là aussi on vous mettra effectivement l'adresse à la fin. Alors, c'est vraiment un sujet sur lequel nous sommes très, très, très interrogés, pas seulement depuis 3 ou 6 mois, depuis que c'est à la mode, mais ça fait déjà à peu près 2 ans et demi, 3 ans que des SPST nous posent la question en disant, mais bon, l'IA, on y réfléchit, c'est quoi ce truc, qu'est-ce que ça peut faire, et quid du secret médical, et quid de la sécurité des données, et quid des meilleurs cas d'usage, etc., etc. À telle enseigne qu'on a fini, nous, par se structurer avec un département, on s'est rapproché à ce moment-là d'Intelligia, Intelligia qui fait de la recherche applicative en IA, notamment dans le domaine de la santé. Intelligia qui a été fondée par Christophe Douane, qui ensuite nous a rejoints. Et c'est comme ça que finalement on a développé une compétence IA propre au domaine de la santé au travail et qui fait l'objet à la fois de maintenant une petite dizaine de missions d'accompagnement, de diagnostic, de feuilles de route et qui va surtout faire l'objet de ce qu'on va vous partager dans l'heure qui vient. Donc, alors, si mon truc voulait bien fonctionner, super, ça a coupé la caméra. Alors, si on rentre dans le contenu, donc on va se présenter rapidement, et puis après, surtout, je poserai la question, enfin des questions à Christophe, qui pourra aussi en dire beaucoup, beaucoup plus sur son parcours. Donc, je suis Gaël Salomon, je suis le fondateur de SST Conseil, j'accompagne des SPST, alors SPST I et A, interentreprise et autonome, depuis une quinzaine d'années. SST Conseil ne s'appelle pas SPST Conseil parce que la marque est largement antérieure à la réforme de 2021. Et moi, je m'occupe notamment des aspects de conseil stratégique, de transformation des services de santé au travail et de prévention. Christophe Douane, qui va se présenter dans 2 minutes, est un ultra expert de l'IA, notamment appliqué au domaine de la santé et du médico-social. On est allé le chercher, il a accepté de nous rejoindre pour un grand nombre de missions où, au travers de l'équipe SST Conseil, il accompagne des SPST dans leur transformation autour de l'IA. Donc, il est vraiment en tête de pont au sein du cabinet. Et puis, il a à côté une deuxième vie, puisqu'il est également le fondateur d'Intelligia, qui, comme je vous le disais, Intelligia qui fait de la recherche applicative dans le domaine de l'IA appliquée à la santé. Voilà, il a porté beaucoup, beaucoup de projets absolument clés. Il y a des projets dont on pourra vous parler aujourd'hui, des projets dont on ne pourra pas dire le nom, mais dont on pourra quand même vous partager le contenu. Voilà, donc on va essayer de vous apporter un large retour d'expérience. Alors, qui on est? Nous sommes SST Conseil. Nous sommes un cabinet à 300% dédié à l'accompagnement des SPSTI et des SPSTA. On intervient sur différents champs en lien avec les enjeux à la fois stratégiques, opérationnels et humains. Donc, on va travailler sur des sujets de fusion, d'audit, d'organisation, de transformation, aussi de réengagement des équipes. On peut travailler également sur l'image de certains services qui ont eu besoin effectivement, de restaurer leur image. On va travailler sur les sujets d'offres, de communication. Et puis, on a un pôle dédié au recrutement des équipes médicales et des équipes de direction, avec également un peu de management de transition. Voilà pour l'essentiel. On fait aussi un peu de coaching de médecins, de managers, spécifiquement dans le domaine, encore une fois, de la prévention et de la médecine du travail. Donc voilà, on est une équipe d'une quinzaine de personnes absolument passionnées par le sujet, passionnées véritablement par les enjeux à la fois passé, actuel et surtout futur, parce qu'on essaie de faire pas mal de prospectives dans le domaine de la prévention et de la santé au travail. Et voilà pour la page de pub. Promis, on s'arrête là et on va directement
ensuite passer sur le sommaire. Alors, le sommaire, alors en fait, le sommaire, ça va être un entonnoir. On va aller du plus large au plus serré, on va aller de l'IA de façon un peu élargie, mais avec un angle de vue qui, j'espère, va vous intéresser pour évidemment arriver rapidement à plein d'usages, de cas concrets, de pièges à éviter propres au SPST. Comme je vous le disais, alors pour celles et ceux qui viennent de se connecter, comme je vous le disais, on aura le plaisir à la fois de répondre à vos questions-réponses que vous pouvez poser en haut. Vous avez un petit bouton QR sur lequel vous pouvez poser vos questions. Puis on aura aussi le plaisir de faire le SAV post-webinar si vous avez des questions supplémentaires. Vous aurez des liens de téléchargement et on sera heureux pour les participants qui ont été là, qui ont été là physiquement, enfin en ligne à ce webinaire, de vous partager nos slides parce que tout ce que nous faisons, dès lors qu'on ne donne pas les noms de nos clients ou les cas particuliers sur lesquels on travaille, tout ce qu'on fait, en fait, on essaye de le publier, de le partager pour essayer de nourrir nos partenaires, notre écosystème, nos clients et d'apporter du contenu et du retour d'expérience. Voilà. Alors, on va directement commencer avec Christophe. Et alors, Christophe, du coup, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors, je l'ai fait très rapidement, mais est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ton parcours? Comment tu es devenu un expert de l'IA? Depuis combien de temps tu travailles sur l'IA? Et notamment pour les acteurs de la santé au travail. Alors bonjour à tous. Le domaine de la santé, ça fait une bonne petite trentaine d'années que j'y sévis. J'ai pu à la fois accompagner des dirigeants, principalement au début du secteur médico-social, mais j'ai aussi opéré en tant que dirigeant de structure médico-sociale. Donc j'ai une vision à la fois stratégique et une vision terrain, très proche du terrain et avec une bonne compréhension des différents métiers. Je suis arrivé au SPST un petit peu plus tard, il y a un peu moins longtemps que Gaël, qui a déjà roulé sa bosse sur ces sujets. Mais j'ai beaucoup travaillé, et notamment en tant que référent santé du syndicat Syntec Numérique, qui maintenant s'appelle Numéum. Travailler sur les sujets IA, numérique responsable, et puis inclusion. Et sur ces sujets-là, et à ce titre-là, j'ai pu aussi travailler beaucoup et accompagner l'Agence du numérique en santé, la délégation du numérique en santé, la NAP pour ceux qui connaissent, et travailler beaucoup sur les sujets d'interopérabilité et accompagner notamment les éditeurs dans les certifications Ségur. Et Eh ben, naturellement, ouais, Et, vas-y. et naturellement, en travaillant l'interopérabilité, l'IA, c'était un sujet très intéressant et donc je m'y suis très intéressé. Voilà, et aujourd'hui, on travaille notamment donc avec IntelliGact plus rapidement préparé sur le futur de l'IA et notamment de l'IA souveraine au sein des structures de santé. Voilà, pour faire court. Alors, tu as fait vraiment court parce qu'en fait, ton CV, il fait environ 25 pages, notamment, dont 24 sur l'IA dans le domaine de la santé. Mais effectivement, tu fais de la recherche sur IntelliJ, sur l'application de l'IA dans le domaine de la santé au travail. Recherche dont on bénéficie directement pour toutes les missions que tu fais chez les clients de SST Conseil quand tu es en pilote des transformations et des déploiements d'IA. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet, c'était promis. Donc, une première question au-delà de te présenter, qui est maintenant qui est de dire, mais pour toi, si on fait le résumé de toutes les missions qu'on a accompagnées jusqu'à présent, il commence à y en avoir quelques-unes déjà, sur le terrain dans les SPST, alors interentreprise comme autonome, mais c'est vrai qu'il y a plus de sollicitations côté interentreprise aujourd'hui, où en est l'IA où est-ce qu'on commence à avancer, où est-ce qu'on la voit, et est-ce que quelque part elle est un peu cachée? Est-ce qu'il y a quelque chose où finalement l'IA commence à se déployer sans que véritablement on la voit? Ça, c'est clair. Alors, quelques chiffres comme ça pour se donner un point de repère et benchmarker un peu le secteur des SPST par rapport à tous les autres secteurs. Aujourd'hui, et ça, clairement, on le voit et on a pu le mesurer, et ça dans le monde entier, l'IA est une innovation de rupture encore plus que toutes les précédentes innovations technologiques que l'humanité a pu connaître. Aujourd'hui, on est arrivé
à peu près 90% de l'approche de cette technologie en seulement 3 ans. Là où l'Internet était peut-être sur 15 ans, l'ordinateur sur une vingtaine d'années, l'électricité sur une cinquantaine d'années, on a un rythme de croisière qui est absolument colossal et qui ne devrait d'ailleurs pas s'arrêter puisque c'est exponentiel encore plus, puisque plus il y a d'IA et plus les outils d'IA sont performants, et plus les outils d'IA sont performants, plus l'IA avance vite. Et d'ailleurs, petite Mm. anecdote au passage, euh, on prévoit, en tout cas les plus gros acteurs de l'IA, donc peut-être on parlera aussi tout au long là, imagine qu'en 2028, l'IA sera capable de s'auto-améliorer. Donc ça va accélérer encore plus fort. Voilà. Ça, c'était pour le côté global de ce que représente l'IA au niveau de l'humanité, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y a à peu près 50% des gens qui ont déjà approché l'IA, 50% dans le domaine privé, et on dit généralement 15-20% dans le domaine professionnel. C'est quand même, et ça va rejoindre ce que tu disais, c'est quand même un élément qui n'est pas tout à fait juste. C'est sous-évaluer les 15% dans le domaine du professionnel parce qu'en fait, il y a des gens qui n'osent pas le dire Mm. parce que justement, et c'est là un peu le point de départ de pas mal de choses, c'est qu'il y a beaucoup d'usages cachés de l'IA avec différentes raisons à ça, hein. Certains, ça Ouais. va être un petit peu la honte, entre guillemets, d'utiliser l'IA sans le dire parce que ça leur permet d'être plus performants sans dire que c'est l'IA. D'autres, c'est pour des questions réglementaires parce que des fois, bah, ça n'a pas forcément été encore discuté dans les structures Mm. et donc Mm. c'est un petit peu caché sous le manteau. Ben, tout ça, ça prend la forme de ce qu'on appelait le shadow IT quand on installait des logiciels de côté comme ça sans faire appel à la DSI ou des choses comme ça. Et bien là, on a du shadow IA et là, le shadow IA prend une place extrêmement importante. Ouais, et alors d'ailleurs, le Shadow IA, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que dans les... Alors, en fait, j'ai déjà la réponse, mais je te pose la question à toi. Dans les missions, on intervient en ce moment pour aider des SPST à identifier leur feuille de route et les meilleurs cas d'usage possibles dans le déploiement de l'IA. Est-ce que tu arrives dans des services où en fait il y a déjà de l'IA qui est installée un peu partout, de part et d'autre, mais pas vraiment structurée? Est-ce qu'il y a déjà de l'IA qui est là, mais un peu comme tu dis, en shadow IA? Oui, il y a pas un seul endroit en fait où j'ai pu aller sur le terrain où il n'y a pas déjà un usage plus ou moins avancé par des gens qui ont envie, hein, qui sont peut-être un petit peu technophiles, mais qui sont déjà avec un usage. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus rapidement, c'est la première fois que je vois en tant qu'accompagnateur sur les domaines de l'IT, que je vois des gens qui prennent des abonnements personnels pour les amener au travail et qui les payent sur leur propre denier pour pouvoir avoir une IA proche de soi et accélérer sa cadence. Voilà. Alors, du coup, en deux, trois mots, parce qu'il y a plein de sujets propres au SPST qu'il faut absolument qu'on aborde dans les minutes qui viennent. Mais en deux, trois mots, éclaire-nous sur finalement, c'est quoi l'IA aujourd'hui et qu'est-ce que ça n'est pas? Alors, clairement, je dis toujours, c'est toujours les mêmes sujets que je donne. Dans l'intelligence artificielle, la seule chose qui est valable, c'est artificiel. Intelligence, aussi, bon, il y a plusieurs versions, mais c'est aussi une erreur un petit peu sémantique dans le sens où c'est le mot intelligence en anglais, et intelligence en anglais, c'est pas du tout le même terme que l'intelligence en français. Donc c'est cette capacité de pouvoir générer, on parle ici, hein, on parle d'IA générative principalement, Hmm. tel qu'on peut les voir, et tout le monde les connaît aujourd'hui avec les chats GPT et Claude et bien d'autres. On parle d'IA générative, mais il n'y a absolument pas une once d'intelligence dans cette machine. Ça reste des algorithmes, pour certains non déterministes, mais en fait, c'est sans rentrer dans la technique, c'est clairement une machine qui est capable d'élaborer très très rapidement des réponses à partir de statistiques. C'est clairement ça. Le, le,
le côté aujourd'hui qu'on peut lui donner à cette espèce d'intelligence, c'est le fait que surtout les outils d'IA qui sont principalement aujourd'hui conversationnels, c'est-à-dire sur lequel l'interaction se fait de manière à travers des mots, hein, comme une conversation, et c'est le phénomène d'anthropomorphisme qui fait que ça donne l'impression que c'est intelligent parce que cette machine, elle s'adresse exactement comme on s'adresse à elle, c'est-à-dire sous forme de conversation et rapidement, il peut y avoir des biais cognitifs et nous laisser penser que cette machine est intelligente alors qu'elle ne l'est pas. Bah, merci pour la transition vers la quatrième question, parce que c'est exactement le sujet. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA? Et pourquoi le vrai danger, en réalité, c'est un peu ce que tu viens d'évoquer, ça n'est pas tant qu'elle se trompe, mais en fait, c'est qu'elle se trompe avec beaucoup de crédibilité, avec beaucoup d'aplomb, avec beaucoup de consistance. Oui, bah oui, c'est un petit peu le premier biais de ces machines, c'est-à-dire que bah, on les a programmées pour qu'elles répondent. Parce que si on posait une question et qu'elle n'avait pas la réponse, bah, ça serait un petit peu ennuyant d'attendre pendant quelques minutes, d'attendre une réponse et de ne pas l'avoir. Donc elles sont programmées pour répondre. Et même si ces machines n'ont pas la réponse, elle va à un moment donné, de toute façon, vous répondre, même si c'est une ânnerie, mais elle va vous répondre. Donc, et comme tu le dis, alors c'est facile, on dit avec aplomb, parce que tu vois, déjà là, dans le fait de dire qu'elle a de l'aplomb et de la crédibilité, on l'humanise. Mais en fait, c'est ça, elles sont programmées pour répondre. Alors, après, il y a des astuces hein, pour éviter ce genre de problème, ce côté magnanime qu'elle peut avoir, voire un petit peu plus que ça, même des fois. Hein, elle est très, très. Elle va souvent dans votre sens. Hein, des fois, vous pourrez lui poser la question, bah, tiens, tu penses quoi de ça? Mm. Bah, elle va dire, si c'est blanc, bah oui, oui, je suis d'accord avec toi, c'est blanc. Et puis si tu insistes un peu et que tu dis, bah oui, mais c'est pas un peu noir aussi? Oui, oui, tu as raison, elle est noire aussi. Donc, Mm, elle va mm, très, très mm, souvent dans mm, votre sens. Et mm. beaucoup de problèmes aussi qui arrivent, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Et aujourd'hui, même dans les outils d'IA générative les plus avancés, ces taux d'hallucination peuvent être très très importants. Et Mm. notamment dans le domaine de la santé, on le voit, je vais vous donner une petite anecdote, ChatGPT santé, quand c'est piloté par un médecin, on a 3% d'hallucination. Quand c'est piloté par un patient, on a 45% d'hallucination. Donc, c'est aussi nous-mêmes qui lui donnons cette capacité à pouvoir halluciner, nous donner des réponses qui sont fausses. Donc, elle se trompe, oui, ça c'est clair. Le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément quand. Donc, il faut absolument vérifier. Et l'humain a cette obligation de devoir vérifier. Il y a des astuces pour le faire, hein, de Mm. devoir systématiquement vérifier ce que la machine raconte parce que on peut vite se trouver face à des problèmes. Alors, dans les SPST au sein desquels on intervient, effectivement, tu l'as évoqué, nous, on est sollicité pour venir regarder ce qui est faisable. On va expliquer comment on procède, mais ou plutôt comment il faut procéder en général. Mais effectivement, on est sollicité pour établir une feuille de route, venir regarder les meilleurs cas d'usage, les solutions qui répondent vraiment à la stratégie ou aux enjeux du service. Puis en réalité, quand nous, on commence effectivement à soulever le capot, puis aller voir effectivement bah, comment fonctionnent les équipes pour en retirer les meilleurs cas d'usage spécifiques pour ce service-là, en fait, on découvre que les équipes, effectivement, alors je vais le dire comme le diraient mes filles, en loose day, utilisent déjà de l'IA, en fait, de façon complètement officieuse. C'est ce que tu appelles le shadow IA. Exactement. Et souvent, au-delà de l'utilisation de l'IA qui n'est pas forcément formalisée, ni même dite, j'ai envie de dire, euh, il y a aussi l'usage responsable de l'IA. Et c'est souvent ça qu'on vient de découvrir, c'est que comme les gens n'ont pas forcément le cadre, pas forcément l'acculturation des choses à bien faire quand on s'adresse à des outils de cet ordre-là, on peut facilement arriver à avoir des usages qui ne sont pas du tout responsables, et notamment vis-à-vis des données personnelles. Et c'est là où ça devient le plus critique, notamment dans le domaine de la santé, où là, on sait tous qui sommes autour de cet écran, l'importance de la donnée personnelle dans notre cadre, qui est celui de la santé, qui est d'ailleurs extrêmement normé et extrêmement On va en réglementé. parler.
Ouais, on va en parler justement de la sécurité des données. Alors du coup, effectivement, il y a une erreur systématiquement, enfin quasi systématiquement, hein, Oui. effectivement, qui est faite chez les clients SPST où on intervient, qui est finalement une erreur tout à fait humaine, qui est de considérer l'IA sous l'angle technique, sous l'angle de la solution technologique, sous l'angle du choix de est-ce que je dois prendre Claude ou Chat ou Gemini ou peu importe, ou Copilote, alors qu'en réalité, la question, elle n'est pas du tout sous l'angle technique. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'il y a effectivement ce slide-là, ce schéma très basique, mais qui explique, je crois, plutôt bien les choses, qui est de dire que, effectivement, quand on déploie de l'IT ou des outils classiques, y compris même Padoa, Pulse, Pulse Metra ou Uygar, pour en oublier aucun, ou des logiciels plus classiques d'entreprise, bah, effectivement, on va plutôt choisir un outil. Alors, il y a un processus amont, mais on choisit un outil, on organise son déploiement, et puis après, globalement, les équipes s'adaptent, et puis on les forme, et puis ça modifie un peu les usages, mais ça fonctionne comme ça. Donc ça vient d'abord de la solution qu'on choisit qui drive le reste. Alors que dans l'IA, c'est complètement l'inverse. En fait, on va d'abord regarder quels sont les usages possibles de l'IA dans tel environnement, tel type d'activité, tel type d'équipe, tel type d'interaction, de métier, de données, d'usage, d'enjeux, etc., etc. C'est à partir de la cartographie de ces enjeux qu'effectivement on va être capable de les prioriser, de dire bah oui, il y a des quick wins, c'est plutôt là, il faut commencer par ça, puis en plus au passage, ça va embarquer les équipes, ça va créer du plus, et puis dans un deuxième temps on va aller vers ça, et un troisième temps on va aller vers ça, et ensuite effectivement on déploie progressivement en embarquant les équipes, en les motivant, en les rassurant, et en faisant de l'IA un usage intelligent et autant que possible, et je vais te laisser compléter Christophe, autant que possible en lien directement avec les besoins du service et décorrélé de la technologie. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, le côté technologique, c'est pas celui qui est le plus compliqué, même Oui, si à un moment oui. donné, il y a évidemment des sujets techniques qui peuvent être d'ailleurs même très compliqués. Mais du coup, c'est pas ces sujets compliqués qui viennent se frotter à l'organisation. C'est plutôt des sujets vraiment réellement organisationnels. Généralement. On peut voir des usages de l'IA qui viennent des fois un petit peu faire la canne des problèmes de procédure, en fait. Et on vient automatiser des choses qui finalement sont Hmm. des choses qui ne devraient pas exister parce que en fait, la procédure à la base, elle n'est pas claire, le process n'est pas clair, et l'IA, voilà, c'est ça, elle vient Ouais. comme une béquille, et c'est là où on commence à faire des choses qui sont pas terribles. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, dans 100%, je crois, des missions où on a déployé de l'IA en SPSTI, en fait, dans 100% des cas, on est tombé sur effectivement des processus pour lesquels on nous disait, bah, ce processus-là, il marche pas super bien, mais grâce à l'IA, on pourrait gagner du temps, gagner de la ressource, optimiser, je sais pas quoi. Et puis en fait, on nous disait, mais en fait, le processus lui-même n'a aucun sens. Vous Mm. avez rajouté des rouages ou même plutôt du sable dans les rouages à des endroits où il n'y en avait pas besoin. Donc ça permet en plus, souvent quand on commence à regarder les cas d'usage possibles de l'IA en SPST, de découvrir en fait des écueils de fonctionnement que au passage, on peut simplement éclairer et résoudre. Donc oui, C'est c'est ça. intéressant ce que tu dis. C'est ça, Alors, vas-y, vas-y, Non, oui. vas-y, vas-y. T'as tout dit. Alors, une vraie question, c'est quand les collaborateurs d'un service utilisent déjà de l'IA dans leur coin, y compris, tu l'as très bien dit, très bien dit avec leur abonnement perso, comment on fait pour reprendre le lead sur un sujet comme ça au niveau d'une direction? Alors, bah, il y en a un qui est très simple, comme c'est un peu marqué sur cette slide. On peut tout bloquer, mais ça ne va pas servir à grand-chose parce que Hmm, de toute façon, les gens ont tous un téléphone à côté d'eux. Le téléphone, il ne pourra pas être bloqué, donc ils hmm, continueront. Si c'est pas sur l'ordi du boulot, ils continueront sur leur téléphone et puis ils s'enverront les résultats directement par mail ou je ne sais trop quoi. Donc il y hmm. aura un nombre incalculable de moyens de contourner ce blocage, et que il vaut mieux, selon nous, travailler ensemble, co-construire avec les équipes cette réflexion autour des usages, autour de la culturation aussi, évidemment, pour que ensemble, les équipes construisent le cadre
qui va faire le cadre de référence pour un usage responsable de l'IA. Je remets toujours responsable, pourquoi? Parce que, oublions pas, c'est ce que j'ai oublié de dire peut-être un petit peu au début, l'IA, c'est un outil. Et ce n'est pas l'outil en lui-même qui est dangereux, hein. Un couteau, c'est un outil pour couper des tomates, et ce n'est pas la même chose que de le planter dans le dos de son voisin. Pourtant, c'est le même outil, c'est juste l'usage qu'on en fait. Et c'est ça, en fait, qu'il faut penser et construire et co-construire avec les collaborateurs et Mm. la direction, parce qu'il faut embarquer tout le monde sur ces sujets-là. C'est très, très stratégique. Eh bien, ça se fait autour des usages. C'est Mm. vraiment l'usage qui drive le cadre, Mm. finalement. Mm. Et alors justement, quels usages sont déjà là ou émergent dans les SPSTI? Parce que ça, c'est une vraie question Ouais, qui nous est souvent posée. Et alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que nous, souvent, alors, on a du mal à répondre. On va quand même vous donner quelques exemples, hein, parce que sinon, vous allez dire, ah, vous êtes sympa, on est venu pour rien. Mais on va quand même vous donner deux, trois trucs, deux, trois astuces. Mais en fait, la réalité, c'est que je crois aujourd'hui, Christophe, je parle sous ton contrôle parce que c'est plus toi qui es en lead sur les missions IA dans les SPST, mais je crois qu'il y a pas une seule mission qui a ressemblé à la mission d'à côté. Je m'explique. Les enjeux sont pas les mêmes, les soucis sont pas les mêmes, l'organisation derrière l'offre socle et les normes en réalité sont pas les mêmes non plus. La façon de gérer les VAC, les AMT, la cohorte d'eau, les pluries, etc., sont pas les mêmes non plus. Donc, en fait, d'un service à l'autre, en réalité, c'est jamais pareil. Hein, c'est bien ça. ouais, c'est exactement ça. Comme dans toute organisation, même en ayant un cadre réglementaire identique, des process qui quand même suivent une espèce de cadre à peu près global, bah, dans les modalités d'élaborer les processus, déjà en fonction des équipes, de la taille, en fonction des adhérents et tout ça, bah, Mm, on construit différemment. Et là, les cas d'usage, finalement, ils vont être aussi différents. Et puis, on est des fois plus efficace. Il y en a, ils vont être plus efficaces sur la relation adhérent, un peu moins sur autre chose. D'autres, ils vont être plus efficaces sur, sur les sur FE, sur les FE, d'autres sur sur la les releases. délégation, sur Voilà. son identification et l'anticipation des Voilà. préventions, Donc, etc. en On va fait, vous c'est donner ça. deux, trois exemples. C'est ça, c'est l'IA, elle peut ruisseler dans tous les process. Donc, à un moment donné, bah, on va se tourner, comme on disait tout à l'heure, vers des cas d'usage qui vont être différents en fonction des SPST parce que les enjeux, même si au niveau Mm, national, ils ont des enjeux relativement cohérents et transverses, mm, ça reste quand même des enjeux au niveau organisationnel et ils sont tous mm, différents. Donc, les mm. cas d'usage sont tous différents. Alors, il y a un point qui systématiquement inquiète les services qu'on rencontre au début, quand ils nous appellent pour qu'on les aide à réfléchir aux meilleurs usages de l'IA pour eux, spécialement pour eux et leurs équipes. C'est la question qui dit, ah, mais vous savez, nous, on a Pulse, UEGAR, Padoa ou Metra, mais du coup, comment ça va fonctionner avec nos outils? Et ça, c'est un point où finalement, en réalité, c'est un non-sujet. Alors, c'est un non-sujet et c'en est un à la fois. Hmm. Vas-y. C'est que euh, pour que ça puisse fonctionner, on a quand même besoin de beaucoup de données. En tout cas, si on veut réellement retirer la substantifique moelle de cet outil-là, eh bien, l'IA, et comme je vous l'ai dit au début, c'est des éléments statistiques. Et si, quelque part, comme dans toute statistique, on a un petit échantillon, eh ben, on risque d'avoir des réponses qui soient pas tout à fait correctes. Ben là, c'est un petit peu pareil. Si on a des échantillons qui ne sont pas suffisants, qui n'ont pas une qualité suffisamment importante et pas suffisamment nombreuse, eh ben, l'IA, elle va avoir très peu d'éléments pour se baser et statistiquement, elle va donner des réponses qui ne sont pas forcément Hmm. correctes. Donc, par rapport aux outils métiers, et c'est là aujourd'hui une des plus grosses difficultés qu'on peut trouver, en tout cas celle que je vois sur le terrain, c'est cette capacité à pouvoir interopérer les logiciels Oui. métiers avec la donnée de l'organisation, à la fois parce que on a des outils métiers qui sont dans des environnements réglementairement cadrés et protégés, hein. On parle des hébergements de données de santé, des choses comme ça, de la cybersécurité, et heureusement. Et dès lors qu'on doit interopérer ces SI, donc très très cadrés, très protégés,
Avec un environnement externe, c'est là que les problèmes commencent à arriver et c'est pas simple à résoudre parce que là, la technologie vient rencontrer un petit peu l'usage de l'IA et quand on commence à vouloir agréger des données non protégées avec des données protégées et faire travailler toute l'IA dans cet environnement-là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et les outils métiers sont pas forcément ouverts à ouvrir justement, ou en tout cas enclins à ouvrir un petit peu les tuyaux dont ils ont la responsabilité en matière de sécurité. En fait, ce que je voulais dire, bah, effectivement, c'est un non-sujet parce que quel que soit l'outil métier, ça ne changera rien au cas d'usage qu'on va pouvoir identifier et qui vous seront propres. Par contre, effectivement, il y a la question clé de l'accès à la donnée qui est dans l'outil métier, d'où l'importance des API dont on parlait tout à l'heure, d'où l'importance effectivement qu'est d'arriver à connecter les agents IA à de la donnée qui pour autant est sécurisée, d'où le point évidemment de la sécurité de la donnée dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Alors, on avait, alors juste peut-être deux, trois exemples, parce que c'est pas, ce serait trop long, puis on pourrait presque écrire un bouquin aujourd'hui sur le sujet, quelques cas d'usage de l'IA. Moi, je pense à un service qu'on a accompagné il y a 6 mois, dans lequel globalement ils avaient un vrai problème de gestion de la relation adhérent, ce qui est propre à un certain nombre de services aujourd'hui, où quand vous faisiez, et je l'ai fait, le test d'essayer d'appeler, vous pouviez attendre 30, 40, 50 minutes au téléphone pour que quelqu'un finisse par vous répondre. Et ça, c'était un vrai sujet dans ce service-là, avec un taux de satisfaction adhérent qui était épouvantable à cause de ça notamment. Et donc, il y a, par exemple, là, sur ce sujet-là, il y a eu plein d'autres trucs de fait dans ce service, mais sur ce sujet-là, il y a une solution grâce à l'IA qui a été mise en place, Christophe. Oui, alors c'est des solutions d'ailleurs qu'on commence à voir dans le domaine du privé, hein. D'ailleurs, ça vient nous casser les pieds, c'est les fameux callbots, où on a des interactions IA par la voix qui sont devenues maintenant vraiment extrêmement performants, où finalement c'est quelque part un chatbot donc, dont on lui a donné la parole qui est capable d'entendre ce que vous lui dites et capable d'élaborer des phrases de manière assez performante et assez précise à partir Mm, d'un ensemble de données. Mais là, c'est encore la même chose, être capable mm, de pouvoir répondre mm. et passer la main à un humain quand c'est nécessaire. Sinon, dans la plupart des temps, répondre à la demande, en fait. Ça, c'est un exemple. On va essayer d'en donner deux, trois autres rapidement. Bon, un autre exemple, par exemple, que j'ai en tête, c'est un service où ils avaient un vrai souci de traitement des FE. C'est-à-dire que bon, les FE n'étaient pas traités dans les temps, pas traités dans la même temporalité en fonction des personnes, pas avec la même densité d'information, la même qualité d'information, pas avec le même style, enfin presque dire, le même style d'usage professionnel. Et donc, ce qui a été mis en place, c'est un agent IA développé spécialement par un partenaire qu'on a sollicité pour ça, et qui en fait à la fois le contrôle de l'homogénéité de la FE, est capable de faire de la synthèse, est capable de relancer ceux qui doivent remplir une FE, etc., etc. Bah, c'est là un petit peu les premiers usages qui sont de l'ordre des quick wins. On Ouais. sait qu'il y a une capacité assez extraordinaire de resynthétiser, de reformuler, Mm, d'écrire. C'est vraiment mm, un des premiers domaines, je pense, mm, des cas d'usage. Et là, c'est vrai qu'en donnant quelques guides et en programmant des agents qui sont capables de pouvoir mm, euh, mettre une espèce de... Et sans créer un modèle, ils sont capables de sémantiquement générer un modèle à la volée pour qu'il y ait une réelle uniformisation et même précision, des fois, apporter des précisions supplémentaires sur des choses, même qu'on n'a même jamais vues, même si on n'a jamais fait de mm, FE sur cette typologie mm. d'entreprise ou dans ce... Voilà, on est capable de pouvoir faire ça. Ouais. Bon, un dernier cas, puis il y en aura plein d'autres qu'on pourra vous partager par Ouais. ailleurs, hein, évidemment. Peut-être un poste Un de dernier cas, technicien. c'est un service qui était dans une problématique d'amélioration de sa prévention, comme à peu près tous les services. Et en fait, qui nous a. Donc là, c'était vraiment l'enjeu clé, parce qu'encore une fois, chaque service a des enjeux différents, des priorités différentes, des soucis ou des cailloux dans la chaussure qui sont pas les mêmes. Et là le sujet qui en plus permettait d'embarquer les équipes, notamment les équipes prévention, c'était de travailler sur comment l'IA
l'IA peut, au travers de l'analyse, effectivement, des informations remontées, de la fameuse donnée dont parlait Christophe tout à l'heure, en fait, faire émerger les tendances de fond, soit sur tel type d'entreprise, tel secteur d'activité, pour venir, comment dirais-je, venir concaténer cette info et alerter de façon ultra intelligente. Pour l'instant, pas l'adhérent directement, même si c'était possible, mais déjà dans un premier temps, les préventeurs et les médecins. Tout à fait. Là encore, les outils d'IA sur l'analyse de la donnée, et on comprend bien, puisque c'est des systèmes statistiques, sur l'analyse de la donnée, c'est extrêmement puissant. Et l'avantage aussi, c'est que comme ce sont des outils avec lesquels on converse, pas besoin de demander à préparer un tableau de bord comme ceci ou comme cela. On Hmm, s'adresse à elle hmm, exactement comme on s'adresserait à un collègue. Elle est capable de construire quelque part le tableau de bord à la volée en hmm. fonction des besoins du préventeur, en fonction de la personne qui est juste en face de soi. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors, à ce stade, normalement, chers auditeurs, vous vous dites deux choses. Vous dites, bah, les exemples dont il parle là rapidement, moi, ça ne me concerne pas, ce qui est très possible, parce qu'effectivement, encore une fois, chaque service a des besoins, des attentes, des cailloux dans la chaussure ou des rêves qui ne sont pas les mêmes. Et donc, l'usage de l'IA et les priorités de l'IA vont pas forcément être exactement les mêmes. Et puis, vous devez être aussi en train de vous dire, mais attends, ils sont sympas, ils parlent de micro-trucs. Eh bien oui, parce que la réalité, c'est que le déploiement de l'IA dans une entreprise ou dans les services, même si on commence à déployer ou à faire développer des gros agents IA, la réalité, c'est que ça vient aussi enlever plein de cailloux à plein d'endroits et optimiser, mettre plein d'huile dans les rouages à plein d'autres endroits. C'est ça aussi l'IA qu'il faut bien comprendre. C'est pas un truc magique qui va changer complètement toute la configuration de votre service. C'est simplement une logique organisationnelle et pas technologique, on l'a bien dit, organisationnelle, qui va permettre effectivement de faciliter des usages à différents endroits du service. Il faut bien avoir ça en tête. Alors, justement, on avait, dans une table ronde qu'on faisait récemment, on avait un témoin médecin du travail, lui-même assez friand d'IA et ayant déjà du recul sur l'IA, et qui nous disait, il faut qu'on fasse une réponse rapide, Christophe, mais qui nous Oui. disait, mais finalement, moi, l'IA, paradoxalement, ça m'a aidé à réhumaniser le lien quand je suis en face d'un salarié. Bah, bien sûr. En fait, qu'est-ce que fait l'IA? Elle vient quelque part vous appuyer et vous faire sortir tout ce qui a le moins de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est vous, c'est l'humain, c'est le côté relation sociale, c'est cette Hmm, capacité de pouvoir capter de l'audio pour le retranscrire de manière informatisée et vous permettre bah, finalement, pour un médecin, bah, d'être à l'écoute de la personne qui est en face de lui, de le hmm, regarder dans les yeux, plutôt que de regarder son clavier et son écran. Vous savez très bien que c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas, en fait. Et c'était un témoignage réel d'un médecin qui, pour le coup, a signé en son nom, puisqu'il est un médecin de la SNCF et qui est également chez Reims Santé Travail, qui était témoin et qui nous avait partagé ce retour qu'on avait trouvé particulièrement intéressant. Donc c'est pareil, on peut dire que c'est un micro cas d'usage. Bah oui, mais c'est quand même un cas d'usage sacrément intéressant. Alors, au-delà des usages individuels, il y a effectivement la question de la donnée de santé au travail. Alors, on n'est pas sur le champ de la sécurité, ça on va y venir juste après, dans 2 minutes. Là, on est juste sur la donnée de santé au travail qui est quasi inexploitée. Et tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, on est sur une mine d'or. Carrément. Aujourd'hui, et là, l'IA est encore très forte, c'est que on a des données, on a des données, des expositions du travail, on a une mine d'or de capacité à pouvoir mettre en corrélation des informations qu'on s'aperçoit hein, du constat et de les mettre en relation avec des choses particulières. Et si là, l'IA est performante, c'est cette capacité à mettre en corrélation des choses dont on n'imaginerait même pas qu'il puisse y en avoir. Et la donnée de santé, hein, c'est pas pour rien qu'on en fait Hmm. un entrepôt national. La donnée de santé au travail est extrêmement précieuse dans cette capacité à donner à manger pour retrouver des corrélations. Et ça, par contre, aujourd'hui, Ouais. même au niveau national, c'est pas du tout utilisé. Alors, ça pose une autre question qui est vraiment la question de la sécurité. Quand on saisit des données ou quand on fait une simple transcription avec un chat GPT ou n'importe quel outil et que effectivement ça part dans l'IA, ça va quelque part. Qu'est-ce qui se passe?
Bah, ce qui se passe, c'est que oublions pas, c'est que dans nos outils métiers, on est dans un environnement protégé, hein, même si c'est sur notre ordinateur, c'est dans un navigateur ou quoi que ce soit. C'est chiffré de bout en bout. Si jamais vous commencez à faire des transcriptions avec des outils de typologie Gemini, ChatGPT, Claude et d'autres, sur des sujets qui contiennent de l'information médicale, alors ça peut être l'information écrite, mais comme orale, notamment une transcription, eh bien, il faut faire attention à la donnée parce que on peut facilement se retrouver avec des tuyaux entre vous et votre outil métier qui passe par les États-Unis ou j'en passe et des meilleurs. Et là, bah, finalement, vous créez, entre guillemets, une faille de la donnée personnelle sans même vous en apercevoir. Je prendrai un cas très rapide d'un médecin que j'ai pu voir aux urgences qui était derrière son outil métier et qui utilisait la transcription vocale de Google Chrome pour marquer directement dans le champ ce qui se passait avec moi. Et j'ai dit, mais là, vous venez en train de créer une faille parce que tout ce que vous êtes en train de dire, ça part sur les serveurs de Google qui ne sont pas les derniers à retenir les données avant de revenir dans le champ qui, lui, est sécurisé. Donc, attention, on peut très, très facilement, Mm. avec l'IA, et notamment quand on fait du shadow IA, percer en fait cette capacité de pouvoir envoyer des informations médicales de manière très sécurisée. Alors, d'ailleurs, il y a un biais qui n'en est pas un, ce sont les serveurs HDS, Mhm. qui en réalité, eux-mêmes ont une faille majeure, hein. Bah, en fait, il y a beaucoup de choses quand j'entends Microsoft ou Amazon délivre des solutions souveraines, et notamment, je vois des types, mince, comment ça s'appelle, copilote, qu'on peut voir des choses comme ça en disant, oui, mais les serveurs sont en France. Oui, certes, les serveurs sont en France. Oui, certes, ils peuvent être HDS, mais ils sont opérés par des entreprises américaines qui sont soumises au Cloud Act. Eh ben non, elles ne sont pas souveraines, tant bien même que les serveurs seront en France. Elles ne sont absolument pas souveraines parce que si vient à Monsieur Trump l'envie de regarder les données, même d'une entreprise française ou d'une institution française, même sur un serveur français, il fait ce qu'il veut puisque l'entreprise doit délivrer les données instantanément. Donc attention à la fausse souveraineté. Mm. On va arriver à un aspect de, merci beaucoup, on va arriver à un aspect de méthodo en intro de cette méthodo, en intro hyper rapide. On dit généralement que, alors enfin, c'est pas moi qui ai sorti les stats, hein, ce sont des stats qu'on trouve partout. 95% d'échecs d'entreprise, hein, au sens très large, dans le passage à l'échelle des projets IA. Parce qu'effectivement, les gens se rendent compte que c'est pas technologique. Donc en fait, c'est quoi le vrai problème? On l'a un peu dit tout à l'heure. Mhm. Bah, en fait, cette stat, elle existait déjà sur la partie IT. Un projet IT, hein, un projet SI, c'est 73% d'échecs. L'IA n'a pas amélioré la statistique, bien au contraire. Pourquoi? Parce que les principaux vecteurs d'échecs, les premières frictions qu'on peut trouver, elles sont principalement organisationnelles. Et pour arriver à mettre un cas d'usage, passer à l'échelle, comme tu dis, passer d'un POC, une preuve de concept, à un outil en production, si on ne fait pas un travail de manière organisationnelle sur la gestion de projet, sur le fait que ça doit répondre à des enjeux d'entreprise, à une stratégie, on a une très très forte capacité à pouvoir aller dans le mur en fait. Alors, on va vous donner un peu de méthodo, alors que ce soit avec nous ou avec d'autres, hein, mais on vous partage Oui. notre recette qui fonctionne extrêmement bien, qu'on utilise systématiquement. Donc, c'est en fait la question, c'est par où on commence quand on veut vraiment structurer son approche IA dans un SPST. Donc, nous, on a une méthode qui fonctionne avec cinq étapes. Vas-y, je te laisse commencer, Christophe, hein. Alors, en fait, ce qu'on s'est aperçu euh, au départ, dans les projets SI, on pouvait commencer à travailler directement autour du cadrage. On s'est aperçu qu'il fallait d'abord mettre une première couche qui était de la culturation parce que
il y a beaucoup de choses qui se disent qui se dit autour de l'IA, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'éléments, comme on vient de citer, là, la sécurité et d'éléments. On pourrait très très vite partir sur des cadrages qui soient caducs une fois qu'on arrive au moment du pilotage. Donc pour ça, on a mis en place systématiquement une couche d'acculturation avant même d'attaquer la notion d'audit, de cadrage et tout ça, parce que il faut absolument que les différents interlocuteurs et parties prenantes du projet aient un niveau de culture qui soit suffisant pour comprendre ce qu'on est en train de réfléchir et mettre en place ensemble. Et notamment comprendre effectivement qu'on n'est pas sur un sujet d'enjeu technologique, puisque la techno, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle ne sera pas la même dans 1 an, 2 ans ou 5 ans, et qu'on est vraiment sur un sujet d'organisation et d'aspect humain. Donc oui, systématiquement, on commence par un aspect d'acculturation pour lever des freins, lever des croyances, essayer effectivement d'aider à comprendre. Alors, il s'avère que une fois sur deux, dans les SPST qui nous sollicitent, cette phase-là est déjà faite, et faite par d'autres, et très bien faite d'ailleurs, par des gens qui viennent sensibiliser sur ce qu'est et n'est pas l'IA. Et nous, c'est parfait. On arrive après à la phase 2 directement, ce qui est très bien. Ou parfois, on démarre directement avec la phase 1. En tout cas, on s'ajuste. La phase 2, elle est fondamentale. On ne va pas venir dire c'est tel techno et ou imposer tel usage parce que c'est tel outil. C'est tout l'inverse. On va aller effectivement regarder dans le détail du détail quels sont les meilleurs cas d'usage possibles pour un service donné. À la fois, on regarde de la façon dont interagissent les salariés au sein des équipes, les équipes entre elles, comment fonctionne spécialement le service, quels sont ses enjeux, quelle est la relation adhérent, quelle est sa stratégie, etc., etc. On va essayer de comprendre tout ça pour identifier les meilleurs cas d'usage possibles. Alors évidemment que nous, on arrive en ayant déjà fait maintenant pas mal de déploiements, ce qui nous amène à avoir des cas d'usage types sur lesquels on peut venir challenger les services et apporter du plus et du retour d'expérience. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas un service pareil et que les priorités sont jamais les mêmes. Et donc, pour faire quelque chose d'un peu intelligent, on va commencer par regarder quels sont les cas d'usage immédiats. Ça permet ensuite d'identifier ce que va être la feuille de route. Et la feuille de route, c'est en gros, qu'est-ce qui est de l'ordre du quick win? Alors, j'aime pas tellement les anglicismes, mais en gros, du déploiement rapide qui apporte beaucoup de succès. Quel est l'intérêt des quick wins? C'est qu'en fait, ça permet de très vite embarquer les équipes. On est sur des. Vous savez, c'est toujours pareil. Dans les déploiements IA, globalement, on a 15-20% de gens qui sont plutôt pour. On en a 5% qui seront contre et contre avis, hein, comme d'hab pour tout changement. Et puis au milieu, il y a plein de gens qui se posent des questions, qui ont un peu peur, qui s'inquiètent, mais qui ne savent pas trop, etc. Bah, l'idée avec des quick wins qui vont vraiment leur changer la vie et enlever des cailloux dans leurs chaussures, bah, c'est évidemment de les embarquer le plus vite possible. Donc, on va travailler sur cette feuille de route qui va être de dire bah, qu'est-ce qu'on fait dans 1 mois, qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois, qu'est-ce qu'on fait dans 12, dans 24, dans 36 et davantage. En gros, c'est ça l'idée d'avoir une feuille de route qui va être de en plus pouvoir partager ces éléments avec la direction, avec le CA, avec éventuellement le comité de gouvernance IA, s'il existe déjà. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Et puis, on définit un cadre, et c'est là justement qu'il y a la charte d'usage IA, qu'il y a un comité de gouvernance IA qui est créé, qu'il y a quelques règles qui sont créées, simplement pour que ce soit sain, pérenne, facile, et que le service pilote le déploiement de l'IA en toute autonomie, qui est le 5e point. C'est qu'effectivement, nous, on vient comme experts pour apporter un retour d'expérience, un regard précis sur qu'est-ce qui pourrait être fait spécialement pour tel service à tel endroit, parce que ça va vraiment les aider. On met ça en perspective avec une feuille de route, avec toutes les recommandations, mais il faut que les services puissent se passer de nous. D'où l'idée, effectivement, de donner tous les éléments pour pouvoir piloter. C'est vraiment ça l'élément principal en termes de recette de potions magiques. Jamais l'angle technologique. L'angle technologique n'arrive qu'après. Où là, on veut dire, attendez, mais pour tel cas d'usage, écoutez, il y a une solution qui fonctionne super bien. Par contre, pour tel cas d'usage, vous avez la croyance que vous pourriez régler le problème comme ci, comme ça, grâce à l'IA. Bon, en fait, pas du tout. On va falloir le faire autrement. Alors, je suis un peu caricatural dans mes exemples, mais on n'est pas très très loin de la réalité. Surtout que la technologie avance très très vite. Oui, donc en fait, on est Et décorrélé de la technologie. un cas d'usage qui pourrait être difficile aujourd'hui peut devenir très facile dans 6 mois, quoi. Ouais. D'où l'importance d'avoir identifié tous les cas d'usage et de les avoir comme ça, on dit scorés, alors c'est pas très joli, hein, mais de les avoir scorés, planifiés, mis en perspective dans une feuille de route, parce que la feuille de route, après, elle est à la main de la direction du SPSTI, de la direction informatique, du comité de gouvernance IA, et ça permet effectivement justement de la faire vivre et éventuellement de changer les priorités en fonction de ce qui est disponible en termes de nouvelles technologies, de nouveaux agents, etc., etc.
Alors, pour toi, Christophe, c'est qui les meilleurs alliés d'un déploiement réussi? À quoi ça sert d'avoir un tiers de confiance? Bah, j'ai envie de dire, le tiers de confiance, c'est justement c'est éviter d'intégrer des biais qu'on pourrait avoir, et notamment, généralement, là où on trouve le plus de biais, c'est forcément dans les processus. Là où on pense et on a l'habitude d'être dedans, on est englué dans certains processus, d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui dit, mais en fait, pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas sauter cette étape et l'amener là? Et finalement, bah, l'IA, il n'y en aura pas besoin. Peut-être on devrait plutôt l'intégrer ici. Là, donc c'est cette capacité Hmm. à pouvoir avoir être force de proposition avec un regard extérieur. C'est ça en fait l'importance du tiers de confiance. Sinon, Hmm. on peut facilement intégrer des biais et continuer avec des process qui sont complètement défaillants parce qu'on les voit plus en fait. Alors, le mot de la fin, c'est le slide suivant, et puis après, on va passer à quelques questions-réponses que Claudia va pouvoir nous poser. Donc, le mot de la fin, finalement, c'est ce qui est à retenir comme meilleure recommandation. Bah, moi, le premier truc dont je parle, c'est et que je rappelle, c'est que l'IA, c'est un levier. Si et c'est un outil et le levier est une belle explication, c'est que si jamais on s'en sert mal, eh ben, on risque de faire des choses encore plus mal. Et par contre, si on s'en sert bien, bah, c'est un vrai démultiplicateur et qui permet d'avoir des retours sur investissement extrêmement rapides. Hmm. Et puis, Hmm. euh, mince, qu'est-ce qu'on avait mis déjà? Je me rappelle D'où plus. d'où Je vois pas l'importance bien. de la Ouais. phase amont qui permet effectivement de bien identifier les usages, les croyances, les erreurs possibles et effectivement tout ce qui va permettre de réussir. Bah, il y a un autre élément, c'est qu'effectivement, on l'a évoqué, c'est pas un sujet d'outil. Le sujet n'est pas dans l'outil ou dans la technologie. En fait, on est davantage dans qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation, en termes de transformation, et qu'est-ce que ça veut dire pour embarquer les équipes sans peur, et bien au contraire, en créant à minima de la curiosité et idéalement une forme d'appétence et une envie d'aller plus loin. Mm. Il y a eu- Et il y a aussi le fait que aujourd'hui, ceux qui vont subir l'IA, ou en tout cas pas forcément y aller tout de suite, le risque, c'est de créer aussi une fracture supplémentaire, comme on a pu l'avoir dans la transformation numérique. C'est le sujet aujourd'hui, c'est pas est-ce que je dois aller sur l'IA ou pas. Euh, clairement, quand on voit la vitesse à laquelle l'IA s'intègre dans les organisations, c'est de très très vite perdre pied et de se faire complètement dépasser sur le sujet. Et c'est vraiment pas le sujet technologique, comme on vient de le dire, c'est dans la dimension organisationnelle, parce que du coup, on va avoir une efficience largement supérieure quand on va utiliser l'IA par rapport à d'autres, quoi. Hmm. Et d'où l'idée que une IA utile qui fonctionne véritablement, c'est une IA, alors j'aurais dû commencer par sur mesure, spécifique aux besoins, aux cas d'usage qui vont vraiment aider le service à certains endroits précis, qui est comprise par les équipes, comprise d'ailleurs par toutes les parties prenantes, qui est encadrée, qui est pilotée évidemment, qui est assumée, il y a une petite coquille, et qui est pilotée dans son déploiement. Exactement. Alors, merci d'avoir suivi jusque-là. On arrive à la fin. Avant de vous laisser quelques éléments pour aller plus loin, est-ce que, Claudia, tu peux nous proposer les questions qui ont été le plus posées? Je n'ai pas de questions pour le moment, Gaël. Eh ben, c'est qu'on a été d'une clarté exceptionnelle. Exceptionnelle. On a été d'une limpidité fantastique. Alors, pour aller plus loin, vous avez sur le site de SST Conseil, dans la rubrique publication, un livre blanc que nous avons écrit ensemble avec Christophe et une partie de l'équipe, suite à une table ronde menée sur le sujet de l'IA dans les SPST, qui a eu lieu au mois de mars dernier. Donc on a écrit ce livre blanc, qui est à la fois un retour d'expérience de nos propres missions, mais aussi des attentes, des croyances, des centres d'intérêt, de l'optimisme que ça amène dans les services qu'on a rencontrés et également qui étaient présents ce jour-là.
Donc voilà, c'est vraiment un livre blanc que je vous recommande absolument. Il a été énormément téléchargé, on a eu pas mal de retours, des bons feedbacks de la part de clients, de contacts, de consultants, etc. Enfin, il y a vraiment eu pas mal de retours d'un très très bon niveau. Donc vraiment, je vous recommande absolument d'aller le télécharger. Alors, Euh, du coup, il y a des questions, Gaël. Oui. C'est ah, bon. finalement, il y a des questions. D'accord, je Ouais. pensais. En fait, elles n'ont pas été saisies dans questions-réponses. Non, C'est si, ça? justement, elles ont été saisies dans questions-réponses et je n'avais pas le petit lien, mais c'est bon, j'ai tout. Ah, Donc, ok, du donc coup, finalement, il on y a des a, questions. Ok, ouais, la pardon. transcription, je t'en prie, la transcription IA d'entretien entier existe-t-elle en pratique? Quelles seraient les conséquences RGPD de l'usage de l'IA pour la transcription vocale, texte lors Alors, des entretiens ou simplement couvert par le secret professionnel? donc là, Christophe, on est dans le point qui avait été évoqué avec le Mhm. docteur Jérémy, on va l'appeler comme ça, qui effectivement évoquait l'usage que lui fait de l'IA pour faire la transcription directement dans l'outil qu'ils ont de ces rencontres avec des salariés. Oui, alors, il faut faire attention. Alors, je vais pas avoir une réponse de Normand, mais en tout cas, remettre un petit peu l'église au milieu du village par rapport à ça. Il faut savoir que dès lors qu'on fait des transcriptions, comme on le fait, vous pouvez le faire déjà très certainement avec votre copilote ou avec Teams, comme on pourrait le faire ici, on n'est pas sur un environnement, on n'est pas sur un environnement HDS. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas parler de données médicales dans ce type de transcription. Les transcriptions médicales doivent se faire vraiment dans un schéma intégré à votre logiciel métier et pas en dehors. Dès lors que vous allez le faire en dehors, vous risquez de vous retrouver face à des dimensions qui sont des dimensions d'un point de vue réglementaire, pas les bonnes. Donc ça se fait uniquement dans l'outil métier. Et puis après, j'ai envie de dire, il y a deux types de transcriptions. Il y a des transcriptions qui vont être de l'ordre du mot à mot, et puis des transcriptions qui vont être de l'ordre pas du conseil médical, mais où il va y avoir des modifications substantielles de ce qui a été dit et de ce qui est écrit. Et là, on va commencer après à rentrer dans des dispositifs médicaux, même dès lors où il peut y avoir une dimension de conseil. Et là, les dispositifs médicaux, c'est encore un niveau au-delà. On commence à rentrer dans du réglementaire plus plus. Euh, Attention, il peut y avoir, c'est pas parce que votre logiciel, alors il n'y en a pas 50 des logiciels métiers SPST, mais pour l'avoir vu, on peut facilement, comme je vous ai donné comme anecdote tout à l'heure, facilement avoir sous la main des outils qui peuvent être disponibles dans votre navigateur, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui peut être de l'ordre du Chrome ou quelque chose comme ça, où vous pourriez facilement faire une transcription et la recopier directement ou la faire directement aller dans le champ que vous voulez remplir. Alors c'est vrai que vous allez arriver à votre fin, mais vous risquez voilà, des problématiques en matière de non-respect des données personnelles de manière complètement transparente. Vous n'allez même pas vous en apercevoir en fait. Donc il faut faire très très attention à ça. Alors, ouais, sachant que je pense à un service en particulier où justement ils avaient cette problématique de sécurisation de la donnée, finalement le conseil qui a été mis en place a été d'installer un serveur sur place. Et donc les données ont été localisées sur le serveur, ce qui a évité qu'elles partent un peu partout aussi. Donc il y a pas mal de biais, enfin il y a des solutions, mais qui sont spécifiques au cas par cas, quoi. Voilà. Il y a des Hmm. solutions. Et aujourd'hui, maintenant, il existe des solutions. Ce n'était pas forcément le cas encore il y a pas très longtemps, mais on peut des fois trouver des éditeurs qui ont la tentation d'aller intégrer de l'IA très rapidement dans leurs outils métiers. Parce que marketingment parlant, c'est bon de dire on fait de la transcription médicale directement pour vous faire gagner du temps dans le passage de la visite et tout ça, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et souvent, ils peuvent faire appel un petit peu aux sirènes des outils américains qui, du coup, créent une faille dans le système, quoi. Donc, attention à ça. Il y a une autre question sur cette question de retranscription de l'entretien. Dans la retranscription de l'entretien entre le médecin et le salarié, n'y a-t-il pas un risque de validation trop rapide par le médecin qui n'aura pas le temps de réexplorer le dossier après coup pour vérifier ce qui a été ajouté ou non?
Alors, je- Mm. oui, on peut trouver on peut trouver tout à fait ce risque. Mais ce que je dis toujours, c'est que gagner du temps, c'est bien, mais de se poser la question de ce qu'on va en faire, c'est pas mal aussi. Euh, bah, euh, Quand on gagne du temps, si vous gagnez du temps euh, pendant, euh, pendant ce moment intime finalement avec la personne que vous avez en face, bah, soit vous le redirigez vers le lien social et l'écoute, et puis bah, finalement le temps que vous allez gagner, déjà il va être le temps que vous allez avoir avec cette personne, il va être de meilleure qualité, mais il faut aussi, certes, c'est vrai, vous garder du temps pour relire aussi ce qui a été écrit, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, et comme on en a parlé, ces machines, elles peuvent aussi faire des erreurs. Donc, la responsabilité, elle n'est jamais posée sur l'outil, elle est posée sur la personne qui l'utilise. Et ça, c'est de plus en plus réglementé, notamment avec l'IA Act hein, de l'Europe. Euh, et cette responsabilité, c'est vous qui la portez. Si, même si l'outil fait des fautes, c'est vous qui réglementairement portez la responsabilité de ce qui est écrit. Donc, il est plus que conseillé de revérifier et passer derrière et peut-être resynthétiser différemment ce qui a été dit. Il faut faire attention, il faut vraiment faire attention à ça. Mm. Une toute dernière question, Claudia? Non, c'est tout bon. C'est bon, Non, ok, super, parfait. il y avait un PC, quelqu'un qui a levé la main, je vois, et qui commence par PC, et je vois pas, c'est pas les. C'était juste pour nous dire qu'il y avait des questions, c'est Ah, bon. d'accord. Et Ok, qu'on les avait pas vus. Merci. Ok, super. ça Alors, marche. nous sommes la semaine prochaine au congrès de la médecine du travail à Lyon. On a un stand, donc on va être très facile à trouver. Voilà, donc si vous voulez venir nous voir pour nous poser des questions sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, évidemment, on sera très heureux de vous accueillir. On a un joli petit stand avec pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à passer nous voir. N'hésitez pas aussi à aller voir le site web de SST Conseil où il y a beaucoup d'infos, il y a des brochures, il y a des livres blancs, il y a des travaux de recherche, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on en parle, si vraiment si vous avez des questions supplémentaires qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui, surtout, n'hésitez pas à lire le livre blanc ou à nous contacter. On y répondra, Christophe et ou moi, avec grand plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. Christophe, un immense merci à toi. C'est Merci toujours à un toi. bonheur de bosser avec toi. Toutes les missions, tous les sujets sur lesquels on est en ce moment et les services qu'on aide, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Merci à vous. Je vous recommande rien que pour le plaisir de bosser avec Christophe, je vous recommande de bosser avec nous. Voilà. C'est mignon. Bon. Je vous souhaite une magnifique journée. Encore Merci à vous merci tous. pour votre participation. Christophe, à très vite et à bientôt tout le monde. Merci à vous, à bientôt.